Amono kundala mwana kaniva mpambwanzile. Amono kundala mwana kaniva mpambwanzile. Ya munwe. Ya munwe. Ya munwe lufalwanka dilune. Ya munwe lufalwanka dilune. D'avoir répondu favorablement à l'invitation du centre de danse Chrysogones Djangoya à l'occasion donc de cette manifestation, de cet événement qui est Afrikawa. Confession d'une sardine sans tête, c'est le tout premier roman de Guy Alexandre Sounda, paru aux éditions Sur le fil il y a quelques semaines. Et ce n'est pas sa première œuvre, puisque Guy Alexandre Sounda est un personnage connu, est un nom connu pour la plupart d'entre vous. Il est auteur depuis des années, il est dramaturge, il est enseignant, il a plusieurs casquettes, mais également il en porte aussi de temps en temps. Ma première question, Guy Alexandre, si vous me permettez, pensez-vous que la guerre peut être un élément inspirant pour la construction littéraire? Oui et non. Oui et non, après ça dépend, tout est matériaux et inspiration. Oui, la guerre, en tout cas, la preuve que je prends Dieudonné, qui a construit son œuvre, en tout cas son œuvre, et ça sera l'œuvre de sa vie. Hein, pour ceux qui regardent bien les œuvres des gens, en tout cas, ça sera l'œuvre de sa vie pour Dieudonné. Parce que donc ça tourne autour de la guerre. Et beaucoup, Julien Dissila, beaucoup de. Ça pète les plombs. Voilà. Donc tous ces jeunes qui sont en tout cas qui sont montés en tout cas après la guerre, évidemment ils ont construit parce que c'est aussi la preuve que c'est en fait c'est un traumatisme aussi quelque part. On peut dire donc cette génération qui a connu les troupes de Brazzaville du Congo dans les années 90. Voilà, ils sont formatés et marqués à vie. Marqués à vie par ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville à cette époque-là. Sauf que nous, donc pour marquer un petit peu, moi je fais partie de la génération de Chrysogones. Voilà, on a le même âge, mais on était là. Bon, on était à Pointe-Noire à l'époque. Nous, on a eu la chance justement d'être parti du enfin, je sais pas, moi j'étais parti de Brazzaville depuis très longtemps, parce que j'étais là, et donc j'ai vu venir les gens un peu en courant, comme ça, mais qu'est-ce qui. Et donc, sauf que c'est comme si nous on a ruminé. Donc, je parle de la génération, moi, de Chrysogones. Nous, on a ruminé la guerre. On la rumine. Hein, on l'a ruminé, mais les jeunes qui sont venus après nous, ils ont explosé en quelque sorte. Voilà, c'est ça la différence. Mais quelle que soit, en tout cas, la forme ou quelle que soit quelle que soit la perspective, eh bien, c'est toujours cette guerre-là qui nous fait courir, on va dire ça. Oui, en cela, je veux dire que oui, création littéraire par rapport à ce que nous sommes, nous, les enfants de cette génération-là, oui, ça nous a formés, donc ça crée en quelque sorte comme de mines, hein, comme de matériaux comme ça, qui nous servent toujours à... Comme du fumier. Oui, voilà, pour un petit peu remuer de temps en temps, voir, interroger un petit peu, est-ce que notre pays a changé depuis le temps? Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. On se pose toujours la question. Ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Vous voyez, c'est toujours là. C'est dommage. Donc oui, évidemment, c'est le thème, parce que finalement, on est sur le chemin. Aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être hier, j'ai pensé à une chose, j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, peut-être nous, on n'y sera plus, mais ça va se passer. C'est-à-dire que j'étais chez moi, à côté de chez moi, j'habite à côté de la ville, enfin à côté de la Villette, pas de la Villette, tous les jours, presque je prends ma pause et je vais m'asseoir là au parc de la Villette et je vois les arbres, ils sont tellement beaux, vous savez aujourd'hui, là maintenant on est en train de voir un petit peu les dernières couleurs des arbres. Alors après ça va changer, donc j'en profite un petit peu de temps en temps. Mais après je me suis dit, mais putain, et je dis, pourquoi? Moi on a la chance ici de prendre du temps pour voir. Parce qu'à l'époque, on ne voyait même pas que les arbres étaient roses. Et genre, on n'a pas eu, en tout cas, peut-être la culture, peut-être aussi c'est la culture, je ne sais pas, j'en sais rien, la possibilité d'admirer, de savoir que,
peut-être en tout temps, Mangachiboueg, je parle en Larry, dire que les membres sont mûrs et les feuilles commencent à tomber, voilà, ou les trucs comme ça. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, ce genre de choses. À l'époque, nous, on avait vu ça. Donc bref, je dis ça va se passer un jour, même si on n'est pas là. Mais ça va se passer. Toujours le cours de l'histoire. Mais vous avez dit dans votre réponse qu'il y avait un oui et un non. Oui, un non. Un non parce que forcément, la guerre, il y a des gens, je veux dire que ça peut être, ce serait quelque chose qui vous fait taire, qui vous fait proscrire, comme on dit, vous êtes prostré là, comme tétanisé. Tétanisé. Et ça, c'est encore plus grave, parce que évidemment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à parler, dont les vies ont changé depuis la dernière fois. Donc, évidemment, la guerre peut être création, peut-être pour nous autres, pour certaines personnes, mais elle peut être aussi, une mort pour certains, pour d'autres personnes. Donc, c'est toujours, il faut toujours, voilà. Je vais vraiment beaucoup citer, parce que chaque fois quand je parle du Congo, il y a le Lari qui revient, je ne sais pas, c'est bizarre. Chez nous on dit Boutalama Matala Foufou, c'est-à-dire que quand tu vois l'eau, il faut savoir la part des choses. Donc évidemment c'est ça. Donc évidemment que la guerre, il y a des gens qui sont morts depuis 97, mais qui continuent à vivre. On ne peut pas parler de création à ce moment-là. Voilà. Si vous avez cité tout à l'heure Dieudonné Nianguna et Julien Bissila, si eux ont vécu la guerre et dans leur transmettre ces souvenirs-là, ces traumatismes-là, vous par contre, sa confession d'une sardine, ça peut-être part d'une rencontre. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les ressentis ne sont pas les mêmes et les expériences ne sont pas les mêmes. Julien Bissila, c'était, on va dire, pas pour minimiser, je parle, c'était nos comédiens, c'était les gens, c'était des jeunes que nous, on a encadrés à l'époque. Voilà. Donc, forcément, les ressentis ne sont pas les mêmes. Donc c'est toujours, je veux dire que la différence, c'est pour ça que je les admire, ces jeunes-là. La différence entre eux et nous, c'est que moi, je fais partie de la génération, il ne fallait pas dire non. C'est-à-dire que le non, je prends un exemple, Funda, va m'acheter une cigarette là-bas. Oui, grand. Oui, grand. Oui, grand. Toujours oui. Le oui, le non, c'était t'es impoli, t'es machin. T'es contre-révolutionnaire. Exactement. Donc, moi plutôt, je fais partie de ces générations-là. Donc, les choses, on ne les dit pas. Et donc, évidemment, on est beaucoup dans la rumination. Et évidemment, la rumination, ça donne ça. Et peut-être aussi, j'ai choisi un autre, une autre façon de dire la guerre. C'est-à-dire, au lieu de parler, parce que quand vous regardez bien la littérature d'après-guerre de ces dernières années, de ces 20 ans, les gens ont beaucoup écrit quand même. Que ce soit même dans la presse et tout ça, les gens ont beaucoup écrit, les victimes, les machins, on nous a fait, on a pleuré, on a pillé, on a été pillé, tout ce qu'on a été pillé. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Voilà. Sauf que moi, je me suis dit, oui, d'accord, mais on a été pillé, d'accord, mais et ceux qui ont pillé, ils parlent jamais. On les entend jamais, ces gens-là. Donc moi, j'ai voulu un peu me réapproprier de cette parole-là pour qu'ils parlent, ces gens-là. Parce que finalement, oui, c'est bon, nous, on a pillé. Quand vous entendez ineptie, comment ça s'appelle? Les inepties volant de Dieudonné. Oui, c'est terrible, c'est dans le train, c'est machin, on a été, tout ça. On étouffe. Voilà, il y a l'explosion, là, tout ça, D'accord, mais et ces gens qui font, ils sont où? Donc, en tout cas, moi, j'ai voulu, en quelque sorte, donner la parole à ces personnes-là. Donc, en fait, c'est le contraire. Un ancien seigneur. Oui, pas seigneur comme on entend avec S. Non, seigneur, S-A-I, voilà, qui seigneur, un seigneur de guerre et un ninja, quoi, un cobra qui parle, voilà, un kokoi qui, il arrive, il a fait tout, tu vois, quand il y a eu la guerre, tout le monde est parti, il a cru qu'il allait changer de vie.
Il a cru qu'il suffisait de venir en France pour changer de vie, changer de décor. Mais sauf que le monde, il est à nous, il est à l'intérieur. Il n'est pas le monde, il n'est pas seulement ce qu'on voit le monde, mais il y a un monde en nous. Et ce monde-là, il l'a pas changé. Il n'a pas pu changer. Il n'a pas pu changer ce monde-là. Et moi donc j'ai décrit un petit peu donc ce monde que l'on ne voit pas. Mais les ninjas, on les voit, tous les cobras, les ninjas qui ont tué, les machins, ils sont là. Quand on voit les trois, tu sais, là où on va partager 3 formules, machin, là, tu sais, comme les savent très bien là où on va boire et tout ça. Donc quand vous voyez des gens, on se connaît, on sait qui a fait quoi. Bien sûr, des fois, après 3-4 bières, ça commence à parler. Oui. Ça parle. Les langues se délient. Mais moi, autrefois, moi, j'allais là-bas, moi, pour juste, tu vois, parce que moi, ça m'intéressait d'avoir cette matière. Mais bien sûr. Donc 3-4 bières, ça commence à parler. Donc ça veut dire que c'est sans des propos qu'ils ont au fond d'eux, et qu'ils trouvent la moindre occasion, puisqu'on dit dans les villages que quand quelqu'un te dit quelque chose sur l'effet de l'alcool, ça veut dire qu'il pensait à te le dire bien avant. Bien sûr. Donc ça, cette parole-là, évidemment, je pense que les artistes, en tout cas les littérateurs ou en tout cas les artistes de façon générale, ne l'ont pas encore approprié, s'approprier de la parole de ces gens qui ne veulent pas parler. Voilà, ils ne veulent pas parler. Moi, il y a quelques années, je suis allé passer quelques temps chez Lukaya, à Orléans, voilà, et pendant que j'étais là, j'ai entendu parce que Willy Mansanga avait son appartement là-bas et tout ça. Je pense que c'est ça qui m'a fait écrire ça. Donc il organise des fêtes chez lui, il fait tout ça. Et ce mec-là, Willy Mansanga, il a même fini député de la République. Alors qu'il a, ce mec-là, comment on en arrive? Est-ce que le Congo peut être capable de faire de ce type-là? C'est ça qui renseigne sur l'état d'esprit de mon pays. Moi, ça me renseigne sur l'état d'esprit de mon pays. Moi, je suis congolais, je ne veux pas non plus clamer que je suis patriote. Enfin, franchement, mais ça me fait chier. Mais, je veux dire que ce mec-là, il a fini député de la République. Il a eu des obsèques officielles. Mais ce mec-là, il aurait fini, mais avec 3000 ans de prison, machin. Mais rien à faire, ce mec-là, il aurait fini 3000 ans. C'est-à-dire que 3000 ans, le truc, le juge, il tente le truc, 3000 ans de prison à vie. Il a fini député. Donc, ça nous renseigne un petit peu sur l'état d'esprit de là où on vient. Bref, c'était un peu l'histoire l'histoire de ce roman-là, qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un coup de gueule, quoi. Je veux dire, quelque chose qui... Vous avez beaucoup écrit dans le théâtre, et qu'est-ce qui a motivé le fait de raconter cette histoire sous forme de roman? Pour un homme de théâtre, ça aurait pu faire théâtre comme fait Dieudonné Nanguna ou Julien Bissila, qui sont plutôt dans leur genre. Oui, mais j'ai pensé à ça, mais vous savez, j'ai commencé par... si vous connaissez Le Fantôme du Quai d'en face, c'est un récit théâtral, hein, c'est un petit livre qui fait à peu près 60 pages, 70, je ne sais plus. Mais c'est un petit peu l'ancêtre de ce personnage-là, parce que c'est quelqu'un... Donc, mais je me suis rendu... Enfin, je pense que le matériau théâtre ne me suffisait plus pour contenir tout ce qu'il pouvait dire. J'avais besoin vraiment d'un déploiement, quoi. En tout cas, dans l'art, d'un paysage assez large. Et puis, au-delà de l'instant, parce que quand même, le théâtre, c'est quand même... C'est même au-delà du spectacle, mais vous êtes obligé d'être vraiment dans un cadre précis de quelque chose qui se passe ici et maintenant. Sauf que moi, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui ait une vraie histoire, non pas seulement une émotion, quelque chose qu'il crache comme ça un soir, mais j'avais besoin vraiment qu'il charrie toutes ces choses que j'ai ressenties toutes ces années depuis que j'ai quitté le Congo, depuis que j'ai vu, voilà. Donc vous avez écouté. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 ans à l'écrire. Voilà. Il y a des fois où j'ai pris votre temps. Oui. Mais des fois, j'ai dit j'arrête parce que en fait, ça me dépassait. Oui. Donc oui, mais j'avais vraiment besoin d'un cadre plus large. Donc le roman qui m'a semblé être... Est-ce qu'en le finissant, quand vous avez écrit le dernier mot, ça a été comme
un ouf de soulagement. Oui, non, mais pour moi, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme. Fabius, c'est un petit peu moins. Enfin, sauf que j'ai pas fait. Non, ça, moi, on peut le témoigner. Oui, c'est un peu moins par rapport. J'ai pas, Dieu merci, j'ai pas vécu la guerre comme l'ont vécu certains de mes compatriotes qui étaient là-bas. Mais je l'ai vécu à travers ou indirectement par mes parents, des gens qui ont disparu, des gens qui en étaient, tout ça. Ah, ils ont tué, ah, on a fait ça, un tel a disparu, tout ça. Des gens que je ne verrai jamais. En 93, quand il y a eu les premiers trucs, j'étais encore à Brazza. Et donc un jour, je pars du centre culturel français et je vais au CEFRAD. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, pour aller au CEFRAD, quand vous allez du centre culturel français, vous passez par le commissariat. Central. Et donc entre le commissariat central et il y avait un petit jardin, un grand jardin comme ça en profondeur. Donc vous pouvez passer par une petite faculté qui était là-bas pour faire le résidence impériale. Voilà, c'est là. Et il y avait là un bouchon qui avait mis les cocoyes à l'époque. Donc à l'époque, c'était le deal, le truc, c'était pas entre les nordistes et les sudistes, hein. C'était entre sudistes, c'est-à-dire que les telles tribus, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est comme les Bourguignons ou les Marseillais, ou je sais pas, voilà, c'est un petit truc comme ça, quoi. Enfin une connerie un peu comme ça. Et donc, ils ont mis un bouchon là, les cocoyes, et donc ils filtraient les gens qui passaient, tout ça. Ouais, vous savez, hein, c'est des jeunes avec des tenues militaires, sauf que parfois, ils ont toujours, le vrai militaire, il y a toujours son béret. Mais sauf que eux, ils étaient toujours parce que, et en plus, ils étaient bourrés, ils sentaient l'alcool, ils étaient camés, quoi. Bon, bref. Donc moi, je passe, et il m'arrête. Je dis, papier, tout ça. Bon. Livré. Voilà. Moi, j'avais mon passeport, et je montre mon passeport. Il regarde le passeport, et voilà. Je dis, regarde bien, tout ça, ils commencent des soldats, ah, bon. Et après, ils vont discuter entre eux, là, tout ça. Je vois les autres, ils disent, machin. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte, le temps passe, et ils discutent autour de mon passeport, de mon nom, en fait, de soldat. Ah, regardez, ça, et moi, je regarde autour, et là, je vois, là, au fond de la cour, un groupe. Et là, je me dis, non, en 93, en fait, j'étais dans les airs, moi. Enfin, je dis que moi, comme on dit, artiste, quoi, vraiment. Et donc, je me rends compte, mais si. Et là, on me dit, je suis en danger de mort. Voilà, tu te rends compte que c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Et là, ils discutent tout ça. Et moi, je commence à m'imposer. Ils étaient en train de te juger. Oui, ils étaient en train de me juger, en fait. Ça veut dire que, alors, en gros, pour ceux qui. Donc, Sunda, c'est un nom qui, à la fois. Donc, toutes les régions du Sud. Voilà, toutes les régions du Sud, Sunda, il existe. Donc, on ne peut pas savoir si tu es Marseillais, tu es Bourguignon, tu es machin, tu es des machins, tu es ch'ti, tout ça. Non, parce que. À Sunda. Hein? Et donc, eux, ils sont là, ils disent, mais est-ce que c'est. Il y a que vous est-ce que c'est le. Il est chez nous. Et donc, mais heureusement, il ne m'avait pas demandé. Oui, de parler. S'il m'avait demandé Kituba, O, Bembe, O, tout. Ça, j'étais mort là. Et donc, il me dit, non, il me dit, mais vous habitez où? Mais j'habite à Mukondo, parce que moi j'habite à Mukondo. Et j'avais l'adresse à Mukondo. Ah, je dis, mais toi là, tu ne vis pas à Bakongo. Bakongo, c'était le quartier sud de Brazzaville. C'est là où le fief de l'opposition, des trucs comme ça, c'était bon. Du camp ennemi. Du camp ennemi, voilà. Je dis, ben oui, mais ils m'ont annoncé là et tout ça. Je me dis, donc ils m'ont flairé, ils m'ont reniflé. Ils m'ont dit, ils sont allés encore pavaser entre eux, ils vont revenir. Écoute, il ne faut plus jamais passer par ici. C'est la première, la dernière fois, ne passe plus par ici. Il n'y a que Sunda, non? Sunda, bon, plus passer par ici. Et moi, je rentre à la maison le soir, pendant qu'on pavase autour du jeu de damier, là. Et il y avait un gars qui travaillait à la DST à l'époque, un grand du quartier, à qui je raconte l'histoire. Je dis, ah, mais grand, mais je suis passé par là. Il dit, quoi? Toi, tu es passé par là? Mais non. Toi, tu es passé par là. Tu es arrivé à passer par là. Il dit, prends, petit, va prendre 5 000 francs, on va boire la bière parce que toi, t'es chanceux. Parce que par là, les gens ne passent pas. Parce que par là, les gens ne passent jamais. Jamais les gens ne disent.
les gens qui passaient par là, ou ils disparaissaient, ou on les retrouvait jamais. Ça, le bouchon de commissariat, c'était le bouchon le plus violent, meurtrier ce bouchon-là. Donc moi, c'est le nom de Soumain qui m'a sauvé. Quand je dis, mais c'est terrible de dire, mais un nom peut... Donc, après, c'est tout ça qui peut faire... Donc, il faut qu'il donne la matière. Qui donne la matière. Fabius Mortimer Bartosa, donc, est un visage qui peut représenter tout le monde, tous les miliciens qu'on a croisés, justement, qui n'ont pas eu l'occasion de parler, ou qui sont allés à l'église, ou entre, je sais pas qui sont allés se confesser entre deux murs, ou je sais pas qui, ou qui sont morts avec leurs propres regrets, leurs remords, leurs regrets, tout ça. C'est ça, mais la parole, cette parole-là, elle devait vraiment sortir. Elle doit sortir à un moment donné. Mais quand sortira-t-elle? Parce que de toute façon, si elle ne sort pas, ben, elle nous bouffe. Elle nous bouffe. Si elle ne sort pas, elle nous bouffe. Et pourquoi sardine sans tête? Bah, ça, je sais, ça, en tout cas, les Congolais, ils savent. Ouais, elle n'a jamais vu la tête d'une sardine. Explique un petit peu, sardine sans tête. Parce que vous êtes Congolais, comme vous. Ouais, bah, je donnerai la possibilité. C'est une expression courante, hein. Ouais. C'est pour désigner quelqu'un qui n'entend pas les propos des autres, qui n'a pas une tête au-dessus des épaules, en fait. Voilà, qui peut cerveler, qui peut rater. Inconscient. Inhumain. Comme un ninja, quoi. Comme un gros bras, quoi. Exactement. Comme un milicien. Exactement, comme un milicien, quoi. Voilà, c'est exactement. Et à côté, ça fait allusion aussi aux boîtes de sardines. Ben, c'est parti de là. C'est parti de là. On ne voyait jamais les têtes de poisson. On ne voyait jamais les têtes. Mais peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est devenu peut-être. Enfin, ils ont un certain goût. Mais en tout cas, moi, les sardines, peut-être que c'est un problème d'âge, mais à l'époque, quand j'étais ado, même j'étais enfant, je les détestais, ces sardines-là. Ils n'avaient pas de goût. Beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile. Elle était restée au Maroc, quoi. Voilà, donc bref, on est parti comme cette expression qui est devenue un peu consacrée dans notre langage, voilà, dans l'argot congolois, en tout cas congolais. Donc j'ai pris cette expression-là pour un petit peu illustrer le propos de sardine à la fin de Fabius Mortimer Bartosa. J'ai remarqué un fait, Guy Alexandre. Ouais. Chaque paragraphe commence par une heure. À l'heure. Il y a l'heure, 16h32 par exemple pour la première, et un peu plus tard on a 16h35. Ah oui, alors, alors en fait, peut-être que, je sais pas, tu as compris ça, Clément, non? Ça dépend ce que tu vas dire après. Ah ben non. Oui, si. La différence qu'il y a entre le décalage. Je crois qu'il y a, parce que ouais, vous commenciez au tout début en disant que c'était une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre entre Fabius Mortimer Bartosa donc et un écouteur, quelqu'un qui vient pour écouter les gens qui ont été amenés par les services sociaux français et c'est l'écouteur qui va après décider si la personne elle va aller en prison ou alors elle va être relâchée ou en garde à vue ou quoi. Et l'heure qui est au tout début 16h35, 16h39, je pense que ça correspond à l'heure que note l'écouteur dans son cahier, alors que l'heure de Fabius Mortimer Bartosa n'a rien à voir, parce que lui, il est déjà, ailleurs. Exactement, voilà. Donc en fait, l'écouteur, c'est il est dans la réalité, carrément, voilà. C'est pour scander un petit peu que, voilà, ici et maintenant. Sauf que le propos de Fabius, il est hors temps, hors sol, carrément. Donc voilà, donc c'est comme vous me posez la question, mais il est 17h, sauf que moi je vous parle des choses de 93. Exactement, voilà, c'est un petit peu ça. C'était pour marquer ce décalage-là, quoi. Confession d'une sardine sans tête, donc c'est le tout premier roman de Guy Alexandre Sondin. Nous discutons autour de la guerre et la création littéraire, quelle finalité. Vous participez donc à la rencontre. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Guy Alexandre est là pour répondre, tout en parlant de son œuvre, mais également de son expérience personnelle. Bien sûr, je viens de découvrir qu'il avait vécu
Oui. Je le croyais déjà hors du pays en ce temps. Je viens de comprendre qu'il avait vécu de la même manière que nous tous ces événements, mais à d'échelles différentes et à des sensations. Donc chaque événement, nous le vivons tous, mais chacun le ressent différemment et chacun le raconte également d'une façon qui lui est propre. C'est le cas donc de Fabius Mortimer Bartosa, qui est ancien milicien et qui est hanté par les différentes personnes qu'il a assassinées. Et quand je lis ce propos, ça fait un peu plonger dans une certaine mythologie, parce que ma grand-mère m'avait raconté une fois que dans son village, il y avait un sorcier qui avait pour spécialité de ne bouffer que les enfants. Donc à un certain âge, le gars, on ne sait pas ce qu'il avait pris, donc quand il se baladait seul, il s'arrêtait et dit « laissez-moi, laissez-moi ». Donc les enfants qu'il avait bouffés tout au long de sa vie le suivaient à la trace, donc le hantait lui aussi, et donc il s'arrêtait encore « laissez-moi tranquille, arrêtez de me courir après, arrêtez de monter sur moi ». Donc, et dans ce village, ma grand-mère disait que tout le monde savait que ces enfants-là qui étaient, puisqu'ils n'avaient plus de parents et que c'est toi qui étais à l'origine de leur disparition, il fallait s'occuper de leur esprit. Donc, je sais de voir s'il y a un lien mythologique entre les morts. Évidemment, entre les morts, les morts ne sont pas morts et ils sont avec nous. Voilà, ça Senghor l'a dit de façon poétique, mais nous on le disait, enfin nos ancêtres le disaient déjà avant, quoi. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi que peut-être qu'on arrive à, comme on dit, les églises en Occident, elles sont vides. Et en tout cas, moi, j'ai vécu aussi en Italie, mais ici aussi, et dans quelques pays. Les dimanches, quand tu vas à l'église, il n'y a presque personne, sauf les Africains. Donc, évidemment, et puis il y a aussi, mais ça renseigne aussi quelque part sur le fait que la chose divine, en tout cas le divin, eh bien, il a déserté, il a changé de lieu. Et aussi pour dire, quand j'étais gosse, pour nous faire rentrer à minuit, avant minuit à la maison, eh bien, on disait, vous savez le monsieur qui est mort là au coin de la rue, tu sais, des fois à 11h, là, il est toujours là, on le croise là. Donc il faut rentrer parce que sinon il sera là, vous allez le voir là, c'est ça, c'est un diable. Et donc avant 10h30 ou même 20h, on serait relégué à la maison. Donc papa n'avait pas besoin de dire « Alors mon fils, comme on fait aujourd'hui, alors tu vas au lit, on te raconte une histoire » et non, il n'y avait pas besoin. Tu vois, il raconte une histoire complètement débile. Là, le mort qui est là, mais il n'est pas là le mort. Hein. Mais sauf que nous, on y croyait. Et donc nous on a vécu, moi j'ai vécu avec ça et avec ce genre de choses. Et je suis arrivé en Europe un jour, il y avait la lumière partout, toute la lumière partout. Et donc, entre minuit, j'ai essentiellement vécu à Paris en tout cas, je n'ai pas encore vécu dans les... donc, entre 6h et 5h du matin, c'est toujours du monde. Mais les diables, ils sont où? Il n'y a pas de diable. En fait, j'ai arrêté d'avoir... Mais ça, c'est complètement enfantin ce que je dis, mais ça... Arrête d'avoir peur. Oui. Non, ici, il n'y a pas de diable. En Occident, il n'y a pas de diable. Trop de lumière. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a. Mais comme on dit, le diable au sens du sacré. Sacré, voilà. Voilà, au sens du sacré. C'est-à-dire que c'est comme si pour moi, j'habite dans un lieu qui n'est pas sacré. Je suis désolé si je vais choquer, si je vais choquer certains, mais pour moi, l'Occident n'est plus sacré. C'est-à-dire que c'est un endroit, c'est une terre où l'on est beau, où l'on est en bonne santé, où l'on fait la belle vie, où on a tout ça. Mais le sacré, je ne l'ai pas trouvé. Évidemment, le sacré, on l'invente tous les jours. On l'invente, on le réinvente. Parce que dans les églises, il n'y a personne. Quand je vois, il n'y a plus personne, sauf les vieux. Donc, sauf les vieux ou ceux qui semblent la conscience torturée, quoi. Alors que chez nous... Par contre, un dimanche comme aujourd'hui, ouais. À Brazza, à Pointe-Noire, les églises sont... Oui, mais après, vous vous rendez compte que, en même temps, par rapport donc à la notion du sacré, vous vous rendez compte que les dimanches, eh bien, les musées de Paris, je vis à Paris, je sais que les musées sont libres, hein, un dimanche sur machin. Et donc, le sacré, en fait, il n'est pas dans les églises, il est dans les musées.
il est dans les vieux quartiers, sur les pavés, quand vous voyez les vieux quartiers qui rament, tu sais, ici c'est là où est habité par exemple tel écrivain, et c'est tellement... Donc en fait, c'est juste un glissement de sens. Chacun a son propre sens, sauf que mon sacré à moi, quand il arrive ici, je ne le trouve pas. Il faut que je le réinvente, ou bien que je m'adapte, il faut que je m'intègre. Et c'est à ce moment-là que je découvre que non, eux, ils ne vont pas à l'église, en tout cas les blancs, comme on dit, ils ne vont plus à l'église, mais ils vont au musée, ou ils vont ici, ou ils vont je ne sais pas où ils subliment la pierre, ils subliment les pavés, ils subliment... Ça, j'apprends ici. Les cours d'eau. Les cours d'eau, ils subliment les couleurs, les arbres qui changent de couleur. Vous voyez, c'est ça. Et donc, on essaie de faire un mélange. Et je pense que je suis arrivé à ce niveau-là. Tu vois, arriver à fondre mon sacré à moi et le sacré de ce pays-là. Mais en tant que subversif artiste, je dis, ici, il n'y a pas de sacré. Subversif. Voilà. C'est juste pour ça. Amono kondolo yaya kaniva pambwanzile. Amono kondolo yaya kaniva pambwanzile. Yaya munwe. Yaya munwe. Yaya munwe lufalwanka ndilune. Yaya munwe lufalwanka ndilune. Amono kondolo mbuta kaniva pambwanzile. Amono kondolo mbuta kaniva pambwanzile. Badi mama ya munwe. Ya munwe. Ya munwe lufalwanka ndilune. Ya munwe lufalwanka ndilune. Mama Kimumbu, mama Kimumbu, kyongo pasikeni na Kimumbu.